Je me suis dit que c'était cool de faire un sport où tu cours contre toi-même et où à un moment donné, si tu as un gros mental et si tu en as vraiment dans la tête, tu peux courir qu'avec la tête. Et en fait, cette sensation-là, c'est infini parce que dès que tu te rends compte que c'est plus tes jambes qui courent et que c'est ton cerveau qui prend le relais, c'est hyper intéressant pour soi-même. Pour moi, j'ai pas cette notion j'ai jamais réussi à l'avoir, de notion de gagner une course. En fait, souvent, vu que je fais des courses où je pars un peu de l'arrière et que je reviens, j'aime bien me dire ah bah tiens, j'en rattrape un, et me dire à la fin ah ben en fait il y a plus personne devant. Mais j'ai pas la notion de dire je vais gagner la course. J'ai juste me dire bon mais il y en a plus devant. Mais voilà, après, tu prends conscience des choses un petit peu quand tu es sur la fin et qu'il y a beaucoup de monde qui t'encourage et que tu vois les copains derrière la rubalise qui sont au taquet. Et là, tu te rends compte que ouais, tu as gagné la course. Mais cette notion-là, non, j'arrive pas à l'avoir et je l'ai jamais eue. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Benoît Girondel, une figure que l'on ne présente plus dans le paysage du trail français, mais que je vais malgré tout vous présenter très brièvement. Benoît a signé des performances de très haut niveau et des victoires qui ont fait date, notamment à la Diagonale des Fous en 2017, puis en 2018 avec François Den, avec qui il a alors franchi la ligne d'arrivée main dans la main. Benoît s'est également illustré tout récemment dans le cadre de l'UTMB 2021 en signant une magnifique 2e place sur la redoutable TDS, alors que les courses du côté de Chamonix ne lui réussissaient que peu jusqu'ici. Au-delà d'être cet athlète d'exception, Benoît est une personnalité extrêmement attachante. Vous l'entendrez, il court après tout sauf la reconnaissance, les honneurs et les victoires. Il construit sa vie autour de plaisirs simples et des objectifs sportifs toujours empreints d'une grande humilité. Pour le dire autrement, Benoît est quelqu'un de sacrément bien et son témoignage dans cet épisode l'illustre à merveille. Il va nous faire vivre aujourd'hui une course qui a écrit et continue d'écrire la légende du trail en France, les Templiers. Préparez-vous à vivre dans cet épisode une course d'exception que Benoît a marquée de son empreinte à la surprise générale un soir d'octobre 2014. Cet épisode de Course épique a été réalisé en collaboration avec la marque Suunto, heureux partenaire de Benoît, qui propose notamment une large gamme de montres à destination des coureuses et des coureurs de tout niveau et qui les accompagne dans leurs rêves d'aventure, quelle que soit l'ampleur du défi qui s'offre à eux. Bienvenue à tous dans notre nouvel épisode de Course épique, premier rôle. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Benoît, merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi pour ce 53e épisode de Course épique. C'est une grande chance et un véritable plaisir pour moi d'échanger avec toi. Tu es revenu il y a quelques jours de la Diagonale des Fous, une course qui a été contrariée par un petit pépin de santé que tu as rencontré alors que tu étais en tête. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Est-ce que ton état de santé donne lieu à une surveillance médicale au moment où on se parle ? Ça va bien, ouais. Après, je vais faire des analyses. J'attends un scanner pour voir où ça en est vraiment. Après, comment ça va ? C'est toujours délicat. Et puis, c'était surtout la première fois que ça m'arrivait de devoir être obligé d'abandonner en pleine capacité de mes moyens. C'est un petit peu bizarre. Surtout quand tu es en première place et que c'est une course qui te tient vraiment à cœur. Du coup, c'est un petit déchirement, mais après, voilà, ça reste que du sport. Donc voilà, il faut apprendre à relativiser. Est-ce que tu arrives justement dans ce type de situation qui est assez rare pour toi ? Est-ce que la dimension rationnelle prend le pas sur l'émotionnel et tu arrives à te dire et accepter sans trop rechigner l'idée qu'il fallait que tu mettes le clignotant et que tu t'arrêtes ? Ou est-ce que tu repousses ce moment et tu peux t'amener à te dire tant pis, j'essaye, je le tente ? Ou vraiment tu arrives à rester raisonnable ? Eh bien, en fait, ça m'est arrivé au bout de 5 heures de course et j'ai fait ça j'urinais du sang pendant à peu près 3 heures. Et du coup,
Du coup, arrivé à Cilaos, en fait, je me suis bien rendu compte qu'il fallait arrêter, et ma collègue médecin qui me faisait le ravitaillement a vu un peu l'état du truc et m'a conseillé aussi vivement d'arrêter parce qu'il restait encore, j'étais qu'à un tiers de course et que du coup ça allait être compliqué. Peut-être j'aurais eu les 2 dernières heures de course où ça me serait arrivé, peut-être que j'aurais continué, mais là c'était pas du tout raisonnable. Et puis niveau santé, là ça aurait été compliqué, je pense. Un peu périlleux, effectivement. Benoît, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas ? Eh ben, je m'appelle Benoît Girondel, j'ai 35 ans, je suis né à Valence dans la Drôme et j'habite dans la Drôme. Je suis toujours resté dans la Drôme, très attaché à mes montagnes, à ma région. On comprend pourquoi, hein. Là je suis à côté de chez toi, je suis chez toi et je vois le paysage, effectivement le décor, on comprend l'attachement que t'éprouves. C'est pas mal, on est au pied du Vercors, donc pour se balader c'est cool. Après c'est pas des grosses montagnes, on est à 1005, il y a le Vémont qui est un petit peu plus haut, mais voilà, c'est des montagnes qu'on peut courir toute l'année, donc c'est plutôt sympa pour faire du vélo de route, du VTT, c'est cool. Et puis voilà, je me suis, il y a une dizaine d'années, lancé dans la course à pied en montagne. Je ne connaissais pas grand-chose, je ne savais pas trop courir. Et voilà, j'ai découvert tout ça. Et puis j'aime bien les efforts d'ultra-endurance. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers les courses de plus de 100 km. Si on remonte un petit peu dans le temps, le sport, il a quand même trouvé très tôt une place assez centrale dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant ou ado? C'était quoi tes sports de prédilection dans tes jeunes années? En fait, depuis tout petit, mes parents ils habitent encore plus en campagne que là où je suis, et du coup, dès que j'avais un moment, c'était toujours être dehors. Mon père il m'avait construit un karting, donc je faisais du kart. Il m'avait acheté une petite moto, donc je t'avais construit un circuit aussi ou pas pour le circuit, c'était les champs qu'il y avait tout autour de la maison, donc c'était des circuits à l'infini. Et puis quand t'es gamin, de rouler sur des hectares de terrain, t'as l'impression d'être en Patagonie, donc voilà, c'était ma Patagonie à moi. Et donc j'ai toujours fait de la moto, plein de sports comme ça, crapahuter, aller à la pêche, fait plein de trucs. Et puis après, quand j'étais ado, j'ai un cousin qui faisait beaucoup de vélo de route en compétition. Et du coup voilà, je me suis tourné vers le vélo de route et j'ai accroché parce que c'était l'effort, tout ça, j'adorais ça, que ça soit en hiver, en été. Des fois je partais, il neigeait, mes parents me disaient mais non, va pas rouler, mais moi j'adorais. Plus ils disaient ça, plus tu voulais y aller. C'est un peu ça. Et du coup voilà, j'ai toujours aimé l'effort d'endurance. Ouais. Et donc le vélo, on pourrait me dire que tu as performé à haut niveau, tu t'es bien débrouillé? Ouais, j'aimais bien en fait, surtout m'entraîner à vélo. Après, l'esprit compétition de vélo de route, c'est quand tu montes un peu un niveau, c'est un petit peu... moi, j'ai moins accroché. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté. Mais en fait, c'était assez contradictoire. J'adorais m'entraîner, j'adorais passer du temps à rouler. Mais quand arrivait le dimanche à la compète, je me sentais pas forcément à ma place et j'arrivais pas forcément à trouver mon truc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté, mais c'est pour ça que je continue aussi le vélo de route pour les entraînements. Tu as toujours un attachement fort à cette discipline-là. Ça vient très bien se combiner avec par ailleurs ta pratique de la course à pied. C'est un bon complément. Ouais, je pense que le vélo de route pour travailler le trail, l'ultra-endurance, tout ça, c'est top parce que tu peux faire des heures sans qu'il y ait de traumatisme par rapport à comme en course à pied, quoi. Donc ça, c'est cool. Et puis ouais, j'aime toujours suivre le vélo, que ça soit à la télé ou si le tour passe à côté de la maison. Cette année, il est passé à 2 km de la maison, là, donc voilà. T'es allé avec ta banderole? Je travaillais, donc voilà, et j'ai pas trop pu. J'ai regardé un petit peu sur la fin, mais il y a Laurent Jalabert qui m'avait fait un clin d'œil là vu qu'il savait que il passait à côté de la maison, c'était plutôt marrant. Donc tu décides de mettre un terme à ta pratique du vélo à haut niveau à l'âge de 21 ans et tu passes ensuite 2-3 années où tu te tiens assez loin du sport. Est-ce que tu avais besoin de cette période un peu d'éloignement pour retrouver de la fraîcheur et de l'enthousiasme? Est-ce que tu souhaitais simplement te consacrer à d'autres loisirs? En fait, je m'étais dit qu'il y avait peut-être pas que le sport dans la vie, donc j'avais essayé de faire un petit peu autre chose et de me consacrer un peu plus par rapport au boulot ou tout ça, mais rapidement en fait je me suis rendu compte que j'y arrivais pas et que le sport malheureusement ou heureusement c'était un peu ma vie, donc voilà, c'est pour ça que tu t'es vite fait rattraper.
me suis un peu fait rattraper par le truc et tout ce que ça procure. Enfin, moi, le sport, c'est vraiment mon quotidien. Donc voilà. Impossible de vivre sans trop longtemps. Ouais. J'ai essayé de me dire que j'aurais pu faire autrement parce que des fois, tu te dis tout le temps que tu passes à t'entraîner, des fois, c'est un petit peu égoïste. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu ma vie et du coup, j'adore ça. Donc voilà, je continue Ne comme ça. culpabilise pas, Benoît. Tant mieux. On l'a compris entre les lignes, la course à pied, elle est finalement arrivée assez tardivement dans ta vie. J'ai même cru lire que tu avais longtemps trouvé cette discipline inintéressante. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y avait un désintérêt peut-être ? C'est pas inintéressante, mais c'est que, en fait, quand on me pose la question, je dis souvent que j'aime pas courir et c'est toujours le cas. En fait, quand je fais de l'ultra, j'ai pas l'impression de courir, j'ai plus l'impression d'évoluer en montagne. Et bon, c'est un petit peu la même chose, mais pour moi, c'est différent parce que j'ai pas le geste de la course à pied. En fait, j'aime pas forcément ce geste-là. Je trouve que le geste cyclique du vélo est plus intéressant pour moi. Et c'est là où j'ai plus de repères. Donc, c'est pour ça que j'aime à dire que j'aime pas courir parce que voilà, le courir vraiment pour courir, je trouve pas ça très, très intéressant. Mais après, quand tu te retrouves dans les montagnes et à crapahuter, d'aller d'un sommet à un autre, là c'est cool. Ouais. À quel moment est-ce qu'on peut dire que la course à pied a finalement fait éruption dans ta vie ? Est-ce que tu as le souvenir d'un moment déclencheur ? Est-ce qu'il y a une date ou une période vraiment où il y a une espèce de bascule et où ton regard a changé peut-être ? Eh ben, en fait, j'étais au travail et à la SNCF, ils sponsorisaient un petit peu une course. Et donc, en fait, on avait droit à un dossard par rapport au boulot. Et cette course-là, c'était la Saint-Élion. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue de pouvoir se dire qu'on va rejoindre deux grandes villes de nuit, sous la neige des fois, parce que souvent il neige à ce moment-là. Et pas en train, puisque tu et pas en train, voilà. C'était encore plus spectaculaire. Et du coup, je me suis dit que c'était une sorte de défi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'ultra trail pour moi, c'est toujours un défi, et je vois toujours ça comme ça. Et du coup, j'ai vraiment cette image-là. Ouais, j'étais à la gare et il y avait un flyer, et du coup, je vois ce truc-là, et je me dis, ça serait trop fort de faire ça, quoi. Et est-ce que tu as une notion à ce moment-là de l'engagement que représentait une telle course ? Parce que la Saint-Élion, c'est quand même pas neutre, quoi. C'est 80 km. Est-ce que toi, tu mesures ça ? Est-ce que si ça avait été 20 ou 120, tu aurais pu y aller de la même façon sans présumer de ce que ça pouvait représenter comme effort ? C'est vrai que je me disais bien que ça allait être long et que ça allait être compliqué, mais en plus, j'avais pas énormément de préparation parce que je crois que je vois le flyer au mois d'octobre, un truc comme ça. Donc avec mon meilleur ami Estelle, là, on se dit... moi, je l'ai un peu lancé et du coup, je lui ai dit, viens, on s'entraîne, on va essayer de courir un peu la nuit et tout ça pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a eu une préparation de peut-être 1 mois et demi à peu près. Ok. Pour faire cette distance-là que j'ai fini en croix totale et que... j'ai fini, mais c'était très, très compliqué. La fin, c'était hyper dur, j'avais mal partout. Mais bizarrement, je me suis dit, allez, il faut peut-être revenir parce qu'on peut peut-être gagner du temps. Donc ouais, tu as fini 111e à cette occasion et effectivement, au bout de toi-même, est-ce que tu as tout de suite compris que c'était le début de quelque chose et que cette course, elle allait en appeler beaucoup d'autres ? Eh ouais, parce que c'est vrai que direct après, je me suis dit, en fait, je savais même pas qu'il y avait des courses vraiment qui existaient et une sorte de championnat, des courses qui toute l'année où on pouvait courir. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu le calendrier et je me suis dit, il y a des trucs qui peuvent être cool et des trucs qui sont peut-être encore plus en montagne, des trucs encore plus nature et tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai passé un peu l'hiver à réfléchir et puis à construire une sorte de calendrier pour l'année d'après. Ouais. Qu'est-ce que cette Saint-Élion, elle t'a révélé ? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cet exercice et cette compétition que tu n'avais peut-être pas connu avant, notamment dans le vélo et tes compétitions ? Tu as le souvenir de quelque chose ? Ça t'a ouvert les yeux sur quelque chose ? Je me suis dit que c'était cool de faire un sport où tu cours contre toi-même et où à un moment donné, si tu as un gros mental et si tu en as vraiment dans la tête, tu peux courir qu'avec la tête. Et en fait, cette sensation-là, c'est infini parce que dès que tu te rends compte que c'est plus tes jambes qui courent et que c'est ton cerveau qui prend le relais, c'est hyper intéressant pour soi-même. Est-ce que tu as su très vite que ton cœur ou ton corps d'ailleurs allait te porter pas nécessairement vers des formats courts, mais plutôt vers des formats longs, voire du très long ? Eh ouais, je me suis... et puis ça m'intéressait pas, vu que j'aimais pas forcément trop la course à pied, ça m'intéressait pas de
me lancer sur des 20 km ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai un parcours qui est peut-être pas forcément très très bon et très conventionnel, parce que souvent les gens ils commencent par faire du court pour augmenter les distances, alors que moi ma première course c'était 80 et ma deuxième c'était le 100 km, l'ultra tryhard des choix. Donc tu vois, Pas de demi-mesure chez Benoît. J'ai toujours attaqué comme ça. Donc dans la continuité de ces grands et rapides sauts en avant, tu t'inscris dès l'année suivante à la Diagonale des Fous, dont on connaît l'exigence. L'histoire a depuis montré ton fort attachement à cette course et réciproquement. Est-ce que dès cette époque, on peut dire que la Diag, elle revêtait une dimension et une attraction supérieure, mythique ou presque même mystique sur toi, qui t'appelait irrémédiablement vers elle? Il y a vraiment toujours eu ce lien très fort, avant même que tu y ailles la première fois? Ouais, pour moi c'est plus mystique qu'autre chose. Ouais. La Diag, c'est comme son nom l'indique, c'est le grand raid de la Réunion. Donc il y a même pas la notion de trail et moi ça me plaisait parce que un raid c'est une aventure quoi. Donc traverser l'île comme ça, c'est hallucinant quoi. Et puis moi je me suis toujours dit que quand tu regardais sur une carte ou sur la map monde et te dire que sur un petit caillou comme ça, tu as réussi à le traverser. C'est passer les cirques et cette île-là, c'est dingue. C'est vrai. Et puis c'est pas une traversée plate. On peut dire que globalement, c'est pas évident comme terrain. Donc c'est. Je crois que l'île de la Réunion, en plus, l'île de France, quoi. Ouais. L'île de la Réunion, je crois que c'est pour faire du niveau de la mer jusqu'au Piton des Neiges à vol d'oiseau, c'est la distance la plus courte qui existe sur une île. Donc tu vois, c'est raid d'entrée, donc pour faire 0,3000 tu le fais rapidement. J'en ai mal au mollet juste à t'écouter. Benoît, est-ce qu'au-delà de l'exercice physique qui te pousse dans tes retranchements sur ces formats d'ultra et que je pense que tu affectionnes, tu cherches aussi à mettre à l'épreuve ton mental? Est-ce que tu as envie d'aller explorer un peu l'inexploré? Est-ce que c'est aussi ça l'exercice pour toi, un peu d'introspection et de vivre ces moments-là pour toi? C'est vrai que j'ai découvert ça à travers l'ultra en fait, hein, quand j'ai fait ma première diag là, en 2013 où je me rends compte qu'à la fin je cours qu'avec la tête quoi, et que t'as pas l'impression de... Moi j'ai vraiment cette notion là de... Il y a un moment j'ai l'impression que dans mon corps il y a un truc qui se passe à peu près au 60e ou 70e kilomètre où le reste du temps, au début de la course, je subis, et puis après, tu rentres dans un truc où tu as l'impression que c'est ta tête qui fait vraiment tourner tes jambes. Et d'avoir cette sensation-là, en fait, c'est assez particulier, et puis ça t'ouvre des possibilités sur énormément de choses, même sur ton quotidien, ça t'apprend plein de trucs. Et du coup, c'est assez intéressant. Ouais. Cette diagonale, tu l'as finie à la 6e place pour une première en 2013, ce qui est un résultat assez génial. Est-ce que cette progression est claire et ces premiers résultats qui ont été quand même très rapidement significatifs, ça a été une surprise pour toi? Et quelles sont, selon toi, et a posteriori, maintenant que tu as un peu de recul aussi et plus d'expérience, les clés de cette progression qu'on pourrait qualifier de fulgurante? Je sais pas. Après, je suis pas... Beaucoup de boulot. Depuis le début, j'ai passé énormément d'heures à m'entraîner. Je pense que la pratique du vélo aussi, pendant l'adolescence, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a créé un peu un moteur, quoi. Et ce qui est marrant sur cette diagonale, c'est que je garde un petit regret. Enfin, c'est pas un regret, mais c'est que j'avais pas trop d'assistance. Et en fait, le début de course, je le passe tout le début de course avec Antoine Guillon et les premiers. Sauf qu'à Sillaos, j'avais pas de ravitailleur. Et du coup, j'ai passé une vingtaine de minutes à chercher mon sac de ravitaillement parmi les 2500 sacs qu'il y avait sur le stade. Et du coup, c'est comme ça qu'Antoine m'a décroché et qu'après, il a fait sa course. Et lui, il a fini, je crois, 3e ce coup-là. Et en fait, je me dis toujours que peut-être que j'aurais pu faire mieux en l'accrochant et puis en gardant son rythme. Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'aurait pu donner la course. Mais voilà, c'est le petit côté marrant. Mais voilà. Le charme des débuts, on va dire, parce que tu n'avais pas de sponsor, tu n'avais pas d'équipe. Enfin, c'était vraiment, tu y allais, c'était ta propre initiative, quoi. J'avais un collègue qui habitait à La Réunion, du coup, qui m'avait fait quelques ravitaillements, mais qui n'avait pas pu faire celui de Sillaos parce que c'est un petit peu compliqué à niveau voiture, quoi. Mais voilà, ça reste le charme du truc. Et puis au final, je vais finir en 26h26. Donc voilà, la Drôme, c'est le 26, donc c'était parfait. Il n'y a pas de hasard. Il vient d'où le bonheur en trail pour toi, Benoît, aujourd'hui? Est-ce que ton run de demain matin, il peut te procurer le même plaisir qu'une performance remarquable à la Diag? Ouais, parce que pour moi, c'est bête, mais j'ai toujours gardé ce truc-là à ne pas trop aimer les compétitions. J'aime surtout m'entraîner, être dehors. Voilà, là c'est l'automne, les feuilles, tout ça, c'est magnifique, les couleurs, j'adore ça.
Et donc voilà, je garde surtout le côté à m'entraîner. J'adore m'entraîner, j'adore passer du temps dehors à courir seul avec les copains, tout ça. Et après, j'aime bien me mettre des défis aussi. Donc voilà, vu que des fois, je sens que la forme est bien là et j'aime bien m'inscrire aussi sur des compétitions. Donc, mais je fais toujours des compétitions contre moi-même, quoi. Je regarde pas trop qui a au départ des courses parce que l'ultra, c'est une course contre soi-même. Donc voilà, mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup m'entraîner, mais je fais pas énormément de compétitions. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui et comment s'opère votre collaboration, enfin, en termes d'entraînement et autres, de préparation qui gravitent autour de toi? Depuis 2014, je suis avec ASICS et donc voilà, on fait quelques regroupements parfois, mais la plupart du temps, en fait, on est autonome, donc j'ai pas d'entraîneur, je m'entraîne tout au feeling, c'est tout. Voilà, la plupart du temps, c'est 90% de mon temps, je fais de l'endurance fondamentale. Donc des entraînements dehors à faire des grosses sorties à vélo ou en course. Et puis après, je me mets un peu des entraînements un peu avec de la vitesse ou des petites compétitions. Mais voilà, je commence à me connaître, donc j'ai pas forcément besoin d'un gros staff autour de moi. Après, ASICS, il m'aide pour tout ce qui est mes déplacements, pour me libérer un petit peu du temps au boulot. Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué d'essayer d'être à 80% au boulot pour avoir un peu plus de temps pour m'entraîner. Mais il n'y a pas forcément une structure autour de moi, quoi. Tu es également partenaire de la marque Suunto. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que t'apporte ta collaboration avec eux? Et puis, tu utilises au quotidien leur modèle qui est la Suunto 9 Peak. Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice? C'est quoi les caractéristiques ou les fonctionnalités que tu utilises le plus et qui te sont le plus utiles dans ta pratique? Suunto, ouais, depuis cette année. Et en fait, ils m'ont beaucoup aidé parce que cette année, j'avais un défi, c'était de faire la traversée de la Drôme du nord au sud. Et j'ai fait ça en 5 sports différents, donc VTT, vélo de route, du trail, de l'alpinisme, du canoë. Et du coup, j'avais ma montre à chaque fois, j'avais mis toutes mes sections, toutes mes sections de sports différents. Et du coup, il y a certains morceaux que je connaissais pas trop de la Drôme et des chemins. Donc je me suis beaucoup navigué avec la fonction de navigation de GPS, c'était parfait, c'était cool. Et en plus là avec la 9 Peak, elle est un peu plus petite, donc au poignet, moi j'ai un petit poignet, donc c'est bien agréable. La plupart du temps les montres c'est des gros matstock et moi j'aime pas trop ça, donc là la 9 Peak c'est parfait pour ça. Benoît, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Comment est-ce que tu construis ton planning de course? Est-ce que ces choix ils sont faits en concertation avec éventuellement tes partenaires? Est-ce que c'est des choix que tu fais en pleine autonomie et puis tu vas là où tu as envie, là où tu sens que tu peux performer, dans les endroits qui sont chers? Comment est-ce que tu structures ton année? Je pense que si tu veux te faire une année où tu veux être performant, les courses, il faut pas être obligé de les faire parce que d'être obligé de faire un 24 heures où ça te fait pas forcément kiffer et que tu vas pas prendre de plaisir, tu sais que tu vas pas performer, quoi. Donc la plupart des coureurs, en tout cas j'espère, font les courses qu'ils ont vraiment envie de faire et qu'ils aiment. Enfin moi c'est vraiment mon cas, hein. Je planifie mes saisons comme ça. Et donc voilà, des courses où je pense que je peux essayer de tirer mon épingle du jeu vu que je suis pas très très rapide et que j'ai pas des grosses notions de coureur à pied. Donc moi j'aime bien les courses où il faut crapahuter, où c'est la tête qui prend le relais et tout ça. Donc j'essaye de faire un peu mes saisons comme ça, ouais. Tu prends beaucoup de soin à préserver ta vie personnelle et veiller à ce que le sport ne vienne pas trop rogner sur ce temps qui t'est précieux. Quels sont aujourd'hui tes piliers de vie fondamentaux? On a parlé beaucoup de sport, mais comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui entre le boulot, la vie de famille? Enfin voilà, qu'est-ce que tu prends soin de préserver? C'est pas forcément évident, hein, parce que c'est vrai que quand tu fais 35 heures au travail, que tu fais 35 heures à t'entraîner par semaine, c'est pas forcément très facile tout le temps. Après j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, donc peut-être que c'est un petit peu plus facile. Et sinon j'ai ma famille autour de moi, j'ai mes parents, j'ai ma sœur, j'ai ma grand-mère qui me soutiennent et du coup c'est cool. J'ai tous les collègues aussi qui des fois quand il faut faire des grosses semaines à 35 heures, 40 heures et que c'est pas facile, ils sont là pour me lever du lit et puis pour me dire allez on y va, on se fait la sortie et puis tu rallongeras après ou tu pars avant. Enfin tu vois, c'est j'avoue pas tout le temps facile. Des fois t'es un petit peu sur le fil, mais il faut toujours garder un petit peu cette notion de
que c'est que du sport et que voilà, il faut prendre du plaisir à être dehors, même si des fois c'est pas très très évident, hein, parce que il faut se l'avouer, hein, quand tu t'enquilles autant d'heures et que ben voilà, en fait tu passes ton temps tu te lèves le matin, tu vas faire tes 5 heures de sport, tu prends une douche vite fait et puis après tu vas passer 8 heures au boulot et tu rentres c'est minuit et puis tu réfléchis au lendemain matin qui va être la même chose. Et entre les deux, tu fais un podcast. Voilà, entre les deux, tu fais quelques bricoles, mais Ça fait des grosses journées, ouais. ça fait des bonnes journées, ouais. Et le boulot te permet d'être flexible, justement, peut-être à l'année, quand tu dois partir, faire une diag, etc. Ou il te laisse se composer assez facilement Et en fait, j'ai des horaires qui sont fixes, donc je sais ce que je fais le 15 août. Donc voilà, après, j'arrive à planifier un petit peu mes trucs comme ça. Et puis, ils sont plutôt cool parce que après, à la SNCF, ça fonctionne en termes de points. Donc, si tu as des points avec des enfants, tout ça, tu as des facilités un petit peu pour prendre des jours au mois d'août, au mois de juillet. Et puis là, du coup, il me laisse un petit peu faire comme je veux, entre guillemets. Donc voilà, on essaye de s'arranger comme ça pour poser les jours pour s'entraîner. T'es assimilé à un coureur semi-pro ou pro au regard de la SNCF ou pas forcément? Non, en fait, la SNCF, c'est si t'es pas sport olympique, t'as rien. Donc les gars qui sont sportifs olympiques, ils sont détachés, ils travaillent pas énormément et puis ils ont leur salaire qui est plein. Mais moi, c'est pas le cas. J'ai un arrangement un petit peu en interne où j'ai quelques jours en plus par an qui correspond à peut-être 10-15 jours par an en plus. Mais non, sinon c'est la débrouille. Pas de privilège, pas de passe-droit. Non, pas de passe-droit. Et puis du coup, j'aime pas trop quand les gens me disent que je suis pro et tout ça. En fait, la notion de pro, j'ai un petit peu du mal parce que la plupart des gens savent pas trop ce que je vis au quotidien et que des fois c'est lourd quoi. Et c'est vrai qu'il y a certains coureurs qui ont la chance de se lever le matin et de penser que ils vont se faire une sortie le matin, ils vont se faire une sieste à midi et puis ils vont refaire une sortie l'après-midi. Moi, c'est pas mon cas et des fois c'est pas facile ouais. Ouais, mais t'as raison, c'est important de le dire parce que parfois les gens ont des idées un peu préconçues, ont l'impression que tu ne fais que ça. Enfin, en tout cas, les athlètes de ton niveau et ton envergure peuvent faire ça quotidiennement, mais voilà. La plupart ne font les deux en fait, hein. Travaillent, que ça soit Grégoire Körmer, il y a d'autres coureurs qui sont très très forts. Aurélien Dunampalaz aussi, c'est des gars qui on bosse à côté quoi, et puis on se consacre à fond dans notre passion. Et vous réussissez à faire des résultats incroyables. Ouais, après hein, j'arriverai pas à te faire dire ça, je sais bien, Benoît. Non, connais ta modestie. Mais non, je pense qu'en fait les résultats, c'est vraiment si moi je considère que même si tu as du temps et si tu te consacres vraiment à fond dedans, l'ultra trail c'est pas très très compliqué pour performer, enfin pour moi je pense. Et donc voilà, c'est pour ça que je considère pas que je suis quelqu'un de différent des autres, parce que c'est juste que je me mets à fond dans ce que je fais et que j'essaie de tout faire comme il faut pour que ça marche. Et peut-être que dans la tête j'ai quelque chose en plus, mais sinon physiquement il y a rien de spécial. Merci beaucoup pour cette introduction, Benoît. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois, version sportive. La première question, c'est la basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Eh ben, j'ai un petit peu réfléchi au truc et j'ai pas trop trouvé, mais peut-être le Joker dans le film Le Joker. Ouais, j'ai une face sombre. Voilà, j'ai peur d'un seul coup. Où est la sortie ? Tu as vu le film donc ? Ouais, j'ai adoré ce film-là. Je trouve que, le gars il est énorme quoi. C'est un très grand film. Ouais, c'est un super film. Si tu étais un animal, lequel serait-il ? J'adorerais être un chamois, ouais, pour passer du temps dehors. Et puis eux, la notion d'alpinisme, ils connaissent même pas, donc ça c'est génial. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, quelle que soit la discipline, qui est une source d'inspiration pour toi ? Non, pas un sportif, une personne, et c'est ma grand-mère Micheline, et je trouve que c'est une personne exceptionnelle parce qu'elle a vécu pas mal de choses dans sa vie, et puis elle a toujours su rebondir, et puis elle a voyagé, elle a fait plein de choses, elle a fait Saint-Jacques-de-Compostelle de Genève à Saint-Jacques à pied, et elle aime pas forcément le sport, mais elle aime être dehors, elle a fait... je ferai jamais tout ce qu'elle a fait, donc c'est une source d'inspiration. C'est un bel hommage qu'on lui rend.
Merci beaucoup Benoît. Le moment est venu parler de ta course épique, donc l'Endurance Trail 2014. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course, véritable institution dans le paysage trail français. Le Festival des Templiers est bizarrement né dans le Colorado en août 89. Gilles Bertrand, son créateur, assistait alors en tant que journaliste au Leadville Trail, une épreuve précurseuse aux États-Unis qui proposait 100 miles de course à travers les grands espaces du Colorado. C'est dans l'avion retour que Gilles a eu l'idée de développer une épreuve similaire dans le sud d'Aveyron où il vivait. Quelques années plus tard, la course des Templiers était lancée et par la même occasion le premier véritable trail en France. Le Festival des Templiers, qui se tient depuis chaque année au mois d'octobre à Millau, réunit 13 000 coureurs de 45 nationalités différentes qui prennent le départ des 12 courses qui sont proposées. De la Belle de Millau, une épreuve de marche contre le cancer de 4,2 km, à son format le plus long, l'Endurance Trail. Cette Endurance Trail, le format finalement médium dans l'univers ultra, si on peut dire, reste une épreuve populaire avec une distance qui a évolué avec le temps, qui s'est établie à 100 km et environ 4600 mètres de dénivelé positif pour les éditions actuelles. Depuis 2015, l'épreuve a trouvé son rythme et sa place dans l'univers de l'ultra trail pour s'approcher petit à petit des 1000 finishers. 3 causes sont au programme du parcours de cette Endurance Trail, le Causse Noir, le Causse Méjean et le Larzac, ainsi que 3 vallées, la Dourbie, la Jonte et le Tarn. Je fais un petit peu de géographie. Ouais, c'est pas mal, hein. Cet ultra, que l'on pourrait qualifier de rugueux, propose un parcours varié et offre des sentiers techniques qui ne permettent pas d'ambitionner des grosses moyennes, alors qu'en apparence, le ratio kilomètre dénivelé pourrait placer l'Endurance Trail dans le panel des ultras accessibles. À nouveau, si on peut dire, tout ça, mettez tous les crochets et les guillemets qui s'imposent. C'est donc un joli petit morceau qui s'offre à toi et à tous les autres participants à l'occasion de cette Endurance Trail 2014. Mais avant qu'on parle de cette Endurance Trail, Benoît, c'est un moment redoutable, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. Voilà, une question gentiment piège que je pose à mes invités. Ce festival des Templiers, il a connu au fil des années un nombre d'anecdotes assez mémorables entre hostilité relative des paysans sur le parcours, coureurs qui s'évaporent temporairement, fort heureusement. Il y a également eu pendant un moment des discussions parfois tendues entre l'organisation et les institutions pour trouver le bon équilibre entre les désirs et les envies des uns et les contraintes de terrain et autres réglementations pour les autres. La relation avec le parc des Grandes Causses a ainsi parfois été houleuse, mais a trouvé aujourd'hui une certaine forme d'apaisement. Une phrase a cependant particulièrement fait date dans l'esprit des organisateurs il y a quelques années, et c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui pour cette question qui pique. Jean-François Dumas, fidèle supporter des Templiers, fut dans un passé récent le directeur des services de la communauté de communes et à ce titre proposa de tenter de pacifier une situation tendue avec le parc. Il organisa alors un rendez-vous avec la directrice de l'époque pour un déjeuner de travail. Après les présentations et salutations de rigueur, et alors même que le premier plat était à peine arrivé, la directrice en question lâche une phrase qui ne manquera pas de créer la stupéfaction. Elle menace en effet de rendre bientôt payant pour l'organisation quelque chose de très inattendu. Saurais-tu me dire ce qu'elle a en tête de facturer à l'organisation à l'époque pour avoir la possibilité d'organiser cette course ? Non, j'ai pas d'idée. Ouais. Eh ben écoute, c'est vraiment pas facile, mais donc je m'en excuse, mais figure-toi qu'elle a proposé de faire payer l'air qui allait être respiré par les coureurs. Voilà, elle voulait imposer une espèce de taxe supplémentaire à l'organisation pour facturer l'air respiré par les coureurs. Elle aurait littéralement dit, sachez qu'un jour, l'air que les coureurs respirent, il faudra le payer car c'est un bien public. Voilà. Ok. Elle manque pas d'air, elle, pour le coup, je pense. Elle a pas dû rester longtemps. Je pense qu'elle avait envie de créer une situation conflictuelle avec l'organisation. Je pense que c'est une des plus dures, Benoît. Je suis désolé, ne le prends pas personnellement. C'était une question qui pique, pas très facile. Mais ça va, c'était pas chili con carne, donc c'est bon. Exactement. Allez, c'en est fini cette question qui pique. On va passer désormais à ton Endurance Trail 2014 du côté de Millau. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette Endurance Trail ? Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps ? Tu as su très vite, peut-être après la Diag, que tu avais envie de le faire l'année d'après ? Comment est-ce que tout ça est né ? Parce que en fait, je suis assez performant. Enfin, je trouve que j'ai assez la forme au mois d'octobre. Souvent, en fait, je fais de l'asthme pendant le mois de juillet-août, donc c'est des fois compliqué et c'est souvent pour ça que j'ai pas été très performant sur la semaine de l'UTMB, même si maintenant ça revient un petit peu et j'ai trouvé un petit peu des parades d'huiles essentielles là, qui m'aident pas mal pour surmonter tout ça, mais du coup au mois d'octobre les jolies courses qu'il y avait c'était ou la Diag ou les Templiers, enfin tout ce week-end des Templiers. Du coup c'est pour ça que je me suis tourné vers cette course là et puis ce format là, parce que bizarrement à chaque fois que je regarde l'organisation d'une course, je regarde toujours le format le plus long pour m'inscrire. Donc Xav avait déjà fait les 70, même si c'est la course un peu reine. Mais moi, je trouvais que c'était un peu trop rapide pour moi. Et puis, les coureurs qu'il y a sur ce format-là, c'est des fusées. Donc voilà, je m'étais lancé sur le format endurance. Je vais faire un peu travailler ta mémoire. Est-ce que tu as le souvenir, parce que c'était il y a 7 ans, d'avoir mis en place une préparation spécifique pour ces Templiers ? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir apporté des choses peut-être différentes pour cette course-là ? Ou est-ce que tu l'as préparée de la même façon que
que la diag ou que d'autres formats longs de ce type? Non, je n'ai pas préparé plus que ça. C'était pas différent, quoi. Donc, je cours jamais avec les bâtons. Donc la diag, il n'y a pas besoin des bâtons. Donc, à chaque fois, les préparations, c'est un peu les mêmes. Je ne me prépare pas forcément à courir aussi avec les bâtons. Donc, il n'y avait pas de prépa particulière. Je sentais que j'avais la forme parce que j'avais tellement galéré tout l'été à pas pouvoir respirer. Donc, souvent, quand j'arrive à reprendre pleine possession de mes poumons, c'est plutôt cool dès le mois de septembre. Donc un beau mois de septembre, et puis ça coulait bien jusqu'à octobre pour faire la course. Donc c'est pas des phases de prépa ou des blocs très identifiés en fait, c'est plus une continuité et puis une évolution et puis peut-être des autres courses qui sont des points d'étape dans la construction de cet objectif-là. En fait, souvent je me fixe un 100 km voire plus, et puis gravite une préparation autour où je me fais un petit peu des blocs d'entraînement à des semaines avant la course, et puis aussi des petites courses, en fait, des formats un peu plus courts avec des niveaux régionaux autour de la maison. Là, il y a pas mal de courses en Dromardèche. Donc voilà, des formats un peu courts pour faire de la vitesse, et puis des longues sorties à vélo, des longues sorties en montagne, et puis en espérant que la forme arrive. Et justement, à l'issue de cette préparation, en tout cas à quelques jours de cet Templier, dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens? Est-ce que tu as l'impression d'être au pic de ta forme? Eh ben ouais, j'avais l'impression que ça allait bien, et puis après je fonctionne pas avec le cardio et toutes les variations cardiaques, tout ça. Xav est très très calé là-dessus, mais moi quand je me lève le matin et que je sens que j'ai passé une bonne nuit, et c'est bizarre, mais quand je serre le poing très fort et que c'est 3h du matin et que je sens que j'ai de la force, je me dis que c'est parti et que ça va faire une grosse course. Et ça s'est vérifié ce jour-là. La start list, elle est très relevée cette année-là avec un Thomas Laure-Blanchet qui est hégémonique sur la grande course avec ses 4 victoires qu'il a signées entre 2007 et 2013. Est-ce que dans l'esprit de tout le monde, il est difficile d'emblée d'envisager mieux qu'une deuxième place? Et non, enfin moi, dans mon esprit à moi, en fait, mon esprit c'est surtout de faire ma course, et en fait l'ultra, il peut se passer énormément de choses. Donc voilà, je me disais bien qu'il allait être costaud, mais on est dans la même équipe, donc voilà, c'est cool. La veille, tout ça, on a mangé ensemble. Moi, j'ai un petit peu, je débute, donc c'est vrai que j'essaye de boire un petit peu ses paroles. Il y a Thomas Saint-Giron aussi qui est de là-bas, qui connaît bien le parcours, qui me donne un peu quelques astuces, et donc voilà, je me nourris de tout ça. Je me nourris de Xav, je me nourris de toute l'équipe. Il y a Sylvain Cusso aussi qui est là. Enfin, il y a une grosse armada ASICS, donc du beau monde. Voilà, du beau monde. Moi, je suis un petit peu le rookie dans tout ça, donc je me dis allez, on va essayer de faire bien. Est-ce que le terrain et le format sur le papier, il te semblent favorables, ou est-ce que c'est difficile à évaluer quand même au regard de ton expérience de l'époque? C'était quand même les débuts plutôt. Est-ce que tu arrives à te dire que c'est plutôt un endroit pour toi? C'est vrai que le ratio kilomètre D+, il est je sens qu'il va falloir courir, quoi, mais on me dit aussi que le terrain est un petit peu piégeux, qu'il y a des moments où c'est il faut pas crapahuter, mais ça se court pas tout le temps non plus, donc ça me plaît plutôt, ouais. Est-ce que tu avais eu l'opportunité de repérer le parcours, et est-ce que idéalement tu aimes pouvoir le faire, ou ça te pose pas de problème d'arriver sur une course et de la découvrir en la courant finalement? Non, c'est cool de découvrir en la courant, j'aime bien ça, ouais. Après, j'essaie d'étudier surtout le profil de la course. Là, pour l'instant, j'étais pas avec Suunto, mais maintenant, avec les nouvelles Suunto, c'est cool parce que tu peux vraiment... Enfin, moi, je me base vraiment là-dessus, de voir ton profil de course et d'anticiper un petit peu les prochaines montées, ça, c'est cool. Donc non, je connais pas du tout le coin, mais en plus, j'arrive la veille, je crois. La veille parce que je bossais. Donc voilà, je découvre ça, je découvre le viaduc, je découvre cet environnement, et je me dis que ça va être génial. Avec quelle ambition, alors c'est peut-être pas le bon terme, ou en tout cas intuition, tu te présentes sur la course? Est-ce que tu as le sentiment que tu peux y réaliser quand même quelque chose de grand? Oui. Après, je considère pas que faire du sport, c'est faire quelque chose de grand. Mais en fait, je me dis, ça serait quand même cool de pouvoir suivre Thomas, les deux Thomas, le plus longtemps possible. En début de course, souvent j'ai du mal, donc voilà, j'essaye de me dire que je vais essayer de les tenir et de pas trop me cramer non plus. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais d'ambition, non, j'ai jamais eu trop d'ambition.
Tu l'as dit juste avant, tu étais un rookie, enfin tu te présentais comme tel en tout cas sur la course, mais par la force des choses, la dynamique a un peu changé par rapport à précédemment, et le fait que tu sois avec des partenaires et que tu sois potentiellement un peu plus attendu ou peut-être un peu plus observé par les médias, est-ce que c'est une pression particulière pour toi? Est-ce que t'es complètement hermétique à ça et tu arrives à vraiment le faire glisser? Non, je n'ai pas forcément de pression, hein. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait un staff un peu important. Il y avait Benoît Nave aussi qui nous encadrait pour les entraînements. Donc ouais, je sentais ça gravitait beaucoup, mais Laurent Ardito faisait en sorte que voilà, il n'y avait pas de pression. Pour l'instant, vous êtes juste là pour apprendre et donc voilà, il essayait de bien nous le dire et donc pour moi, c'était pas, ça restait vraiment que du sport, hein. Enfin, c'est toujours le cas, mais du coup voilà, j'étais là pour m'amuser et puis passer un bon moment dehors. Ouais. On le sait, par nature, un ultra, c'est totalement imprévisible. Est-ce que malgré tout, tu avais déjà un peu formulé dans ton esprit une stratégie de course? Est-ce que tu avais déjà posé quelques jalons ou est-ce que c'était aux sensations globalement? Non, c'était mes débuts. Je savais pas encore trop que souvent, voilà, il fallait que je subisse le début de course pour que ça se débloque, pour que le moteur se débloque et que j'arrive vraiment à être performant sur la fin. Je l'ai peut-être justement découvert sur cette course-là. Il y avait eu au mois d'octobre avant la diagonale où je m'étais un petit peu rendu compte de quelque chose qui se passait dans mon corps, mais voilà, peut-être que l'endurance ça a permis de comprendre certaines choses. Ton contexte personnel, il est malheureusement particulier cette année-là suite à la perte d'un ami d'enfance la semaine qui a précédé la course. Est-ce que par la force des choses, cette course, tu as aussi envie de la vivre pour lui? Enfin, est-ce que c'est différent d'une course normale? Ouais, et puis ouais, c'est vrai que Arnaud, en fait, il a chopé un truc vraiment pourri très très rapidement et donc en fait, on a un petit peu subi la chose. Il y a un moment, il se sentait pas bien, il est parti aux urgences. Et sauf qu'en fait, il est jamais reparti de tout ce barnat hospitalier. Et c'est vrai que c'était assez dur de me rendre compte que voilà, il y a un copain qui est parti, mais que la vie continue. C'était un petit peu bizarre. Et après, j'aime bien courir aussi pour les autres. Souvent, c'est un petit peu mon moteur de me dire que j'ai l'impression de faire plaisir à quelqu'un et que les gens qui me suivent derrière leur ordinateur, derrière leur téléphone, ils se disent allez vas-y, c'est cool. Et en fait moi je me nourris un petit peu de ça et du coup voilà, Arnaud, j'avais l'impression qu'il courait à côté de moi toute la course, donc ça c'était cool. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette endurance trail? Eh ben tu t'attends à... Souvent c'est cool parce que quand tu prends le départ de la course, t'es frais, t'es trop bien et quand il y a le chrono qui défile et qui reste 10 secondes, dans ta tête tu te dis que quand tu vas passer la ligne d'arrivée, tu seras pas du tout dans le même état, tu auras vécu, tu auras eu l'impression de vivre 1000 vies et voilà, enfin moi sur les lignes de départ c'est souvent ça, tu te dis que il va se passer énormément de choses, tu vas finir dans un état où tu vas finir cuit et que ça va être trop cool, mais voilà, je suis dans cet état-là, ouais. Ça y est, nous sommes le vendredi 24 octobre 2014, un peu avant 4h du matin, donc ton réveil s'est bien passé et les signaux que tu interprètes avec ton poing ont été plutôt positifs. J'ai serré le poing, ça allait bien. Donc Le point ferme annonciateur d'une grosse journée. Sur le départ, comment tu te sens? Est-ce que tu es impatient, plutôt nerveux, confiant? C'est quoi ton état d'esprit? Et de manière générale, puis plus particulièrement sur cette course, quand tu es sur une ligne de départ, tu as quoi en tête? Eh ben, j'ai en tête qu'il fait très très froid. Il est très tôt. Ça caillait, c'était impressionnant. Ouais, il était très tôt. Heureusement, on a eu un hébergement qui était à côté de la ligne de départ. Donc voilà, tout était optimisé pour qu'on soit bien. Et puis voilà, je file avec les deux Thomas sur la ligne de départ. Il y a énormément de monde. On me dit de rester devant et d'être sur la première ligne. Alors que, moi, je comptais pas forcément être devant, mais voilà, on se met tous devant. Il fait froid, mais on sent que voilà, il y a l'émulation de tout ça. Et puis il y a toutes ces lumières et tout ça. Il y a plein de monde, donc. Il y a les fumigènes, non, c'est ça aussi? Les fumigènes, ouais, ça c'est dès que le départ est donné. Après, on fait une petite allée de fumigènes. C'est fort dans la nuit. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement sur la course? Non, après c'est mon corps en fait, hein. Quand tu fais de l'ultra, ce que tu appréhendes c'est ton corps, hein. S'il y a quelque chose qui te lâche, te faire une cheville, il y a plein de paramètres.
Mais non, j'appréhende pas. En plus, c'est cool de partir de nuit comme ça. J'ai souvenir qu'on part sur une grande ligne droite là, donc ça court très vite. Il y a Thomas Blanchet qui court, c'est impressionnant. Je regarde ses mollets, je me dis ouais, ok, ça va être costaud, mais voilà, c'est parti quoi. Tu fais toi le choix d'un départ qui est un peu plus prudent, alors qu'effectivement les deux Thomas Blanchet, Saint-Giron et Frédéric Desplanches, ils partent pleine balle. Est-ce que c'est un rythme qui te va bien ou qui est plutôt difficile à appréhender pour toi, l'idée d'être, tu es quand même plutôt dans la tête de course, mais tu vas un peu à un rythme un peu plus doux? En fait, j'ai pas trop le choix. Hein. Souvent, on me dit tu pars tranquille, mais je pars à l'allure que je peux, et c'est juste que je suis un tracteur, donc je pars à ces allures-là au début, mais j'ai à peu près la même allure à la fin de course. Donc voilà, souvent en début de course, justement, là, j'ai le souvenir d'essayer de me forcer à courir un peu plus et de courir vite dans les descentes, chose que je faisais pas avant, et parce que voilà, c'est un format aussi qui fait 100 km, et j'avais les repères sur la diagonale où c'est beaucoup plus long, donc tu n'as pas les mêmes notions de course à certains endroits. Donc je me force à accélérer un peu ma vitesse pour essayer de ne pas être trop loin des premiers, mais sans trop me griller non plus, quoi. Donc tu arrives à rester dans le coup jusqu'aux environs du kilomètre 30 en compagnie de Cédric Sellarié et Adrien Séguret avant que ce dernier décroche un peu. Tu continues d'être plutôt à ta main, kilomètre 30, ça va toujours bien? Ouais, ça va bien. Les ravitaux, ça se passe bien. Changement de frontale, tout ça, c'est rodé. Voilà, ça fait quoi d'avoir une assistance alors? D'avoir une assistance, c'est énorme, hein, de ne pas être obligé de chercher son sac assistance, c'est cool, et tu te rends compte que voilà, c'est un peu Formule 1, quoi. On me donne une frontale, hop, j'enlève mes flasques d'eau, on m'en donne des nouvelles, on me donne des nouvelles barres, ça va vite. Moi, je pensais que j'allais m'arrêter tranquille et manger un bout de saucisson, mais non, on n'a pas le temps, donc voilà, ça court. Pas le temps de regarder le menu et de te poser tranquillement pour une dégustation. Devant, les deux Thomas et Frédéric continuent de mener un train d'enfer. Est-ce que tu es attentif aux écarts avec la tête de course, ou tu te concentres en premier lieu sur toi, tes sensations, et puis les coureurs qui évoluent plus directement autour de toi, ou tu regardes plutôt devant déjà? En fait, je suis dans ma course. Après, on me donne un petit peu des temps de passage. Souvent, quand tu es en course, ceux qui te suivent, c'est un petit peu compliqué pour te donner les écarts qu'il y a devant, qu'il y a derrière. Donc voilà, on me dit qu'il y en a quelques-uns devant, mais après, je m'inquiète pas parce que c'est encore long, donc je cours à mon rythme. Tu arrives aux environs du kilomètre 45 et tu t'empares alors de la 4e place. Tu es 3 minutes 30 derrière le trio de tête à ce moment-là. Est-ce que tu es toujours confiance sur ton rythme, sur les signaux que t'envoie ton corps? C'est dans cette logique d'observation et c'est une course qui est à ta main? Ouais, là ça va bien, et puis je sens aussi un petit peu l'euphorie de ceux qui m'entourent et qui se disent que ils commencent à me dire que je cours bien et que j'ai même un rythme un peu plus important que les collègues qui sont devant. Donc je me dis, ouais, je suis un petit peu étonné, mais je me dis, t'emballe pas, ça va être encore long, t'as même pas fait la moitié, donc je continue sur mon rythme. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, les kilomètres 60, c'est habituellement pour toi un révélateur de la tournure que peut prendre une course. Qu'est-ce que ton corps il semble vouloir te dire à ce moment-là? Il me dit que ça va pas trop mal, hein. Ouais. Et j'ai souvenir d'une sortie de ravitaillement là où après on attaque une grosse montée. Et en fait, j'arrive à courir dans la montée. Je me sens vraiment bien et je sens que c'est ma tête qui court, quoi. C'est plus les jambes qui courent. Et voilà, je continue comme ça. Je me dis, mais c'est cool, quoi. J'ai des bonnes sensations, ça va bien. Et un peu plus loin, je vois Thomas Saint-Giron. Et du coup, je me dis, mais du coup, si je passe Thomas, c'est que ça va pas trop mal, quoi. Parce qu'à cette époque-là, Thomas, c'était la référence, quoi. Donc il avait fait une super TDS, je me souviens. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, dans le sens positif du terme sur toi. C'est quelqu'un que tu respectes énormément. Ouais, et puis c'est vraiment un super gars qui a des super valeurs, qui pareil, qui est un peu dans le même esprit que moi, que je sens que, j'ai découvert, hein, parce que c'est vrai que ça fait même pas un an que je suis avec ASICS, mais je sens que c'est un gars qui a des super valeurs, qui se prend pas la tête, qui est pas dans la notion de compétition et qui aime bien surtout ce qu'il fait, quoi. Donc c'est cool. Je prends plaisir à revenir sur lui, et puis on discute un petit peu, et puis moi je discute avec lui. Souvent quand je double quelqu'un, quand on est dans les premières places, j'aime bien demander si ça va, s'il n'y a pas de soucis, s'il a assez à manger ou quoi. Donc voilà, on discute un petit peu, et puis lui il me dit non mais en fait là je crois que t'es le seul à courir, quoi. Donc
Donc les autres devant, ils vont beaucoup moins vite que toi. Donc là, vas-y, hein, vas-y, tu vas peut-être pouvoir revenir, quoi. Donc quand j'entends ça de Thomas Saint-Giron, je me dis bon, bah allez, on va essayer de continuer. On va jouer le jeu jusqu'au bout. C'est ça. Au kilomètre 75, à la sortie de la Roque Sainte-Marguerite, tu continues à imprimer un rythme de plus en plus soutenu. Tu te dis que le moment est venu de tout tenter pour aller chercher le duo de tête alors que tu as à peu près 3 minutes de retard sur eux. Ouais, ben pareil, j'arrive au ravito express, et puis les collègues qui me font le ravitaillement, ils me disent non mais là c'est pareil, t'as récupéré énormément de temps en très peu de kilomètres, donc essaye de continuer, et puis vas-y, à mon avis devant ils ont un rythme qui est beaucoup moins fort que le tien, donc ouais, j'ai énormément d'encouragement, c'est trop cool. Il y a les copains qui sont à fond autour de moi, qui sont même étonnés un petit peu du truc. Donc je me dis ça va être cool. Et puis il y a Arnaud à côté de moi, donc je cours le plus vite possible. J'essaie de tout optimiser, les moindres relances, les petites montées et tout. J'essaie de tout faire assez rapidement, sans forcément trop me griller. Et puis on va voir ce qui se donne. Tu reprends donc Thomas et Fred 10 km plus loin, tu les accompagnes jusqu'au pont de Mazébian au kilomètre 92, donc on est quand même pas très loin de l'arrivée, il te reste un peu moins d'une dizaine de kilomètres. Tu restes alors auprès d'eux avant de réaliser une montée du CAD qui est stratosphérique, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage où la course a incontestablement basculé? Je crois que tu leur as repris 4 minutes en 500 mètres, quelque chose comme ça, c'est possible? Ouais, bah en fait, je me rappelle de les reprendre dans une descente, et c'était juste avant le pont de Masbio, ouais, je crois. Et en fait, je vois Thomas Laure-Blanchet qui se retourne et qui est étonné de me voir et qui me dit, mais voilà, il est un petit peu étonné. Et puis moi, je me sens bien, je cours avec eux, on est 3 là. Il y a Frédéric Desplanches aussi qui à ce moment-là était dans une super forme. Il avait fait des saisons vraiment, vraiment solides. Donc je me dis que ouais, je suis vraiment avec 2 costauds, c'est cool. Et puis ça veut dire qu'il y a plus personne devant, quoi. On est là pour les premières places, et du coup c'est plutôt marrant. Il y a ce joli pont là à passer, et puis je connaissais pas du tout la montée, donc si il y a Thomas et puis les gars au ravitaillement qui me disent qu'il y a une grosse montée là qui va se passer, et puis voilà, on attaque le début de la montée. Je sens que le rythme est pas très élevé, enfin c'était beaucoup moins élevé que ce que j'avais fait auparavant pour essayer de les rattraper. Et en fait, dans ma tête, je me dis, pourquoi tu cours pas comme tu courais avant, quoi, avant de rattraper les 2 cocos. Donc en fait, je me mets devant, et puis je cours à la vitesse où je courais auparavant. Et en fait, ils ont pas tenu, quoi. Donc j'ai continué comme ça. Et, je me suis mis vraiment le sang jusqu'en haut de la montée. Il y en avait qui m'attendaient, les ravitailleurs m'attendaient dans la montée là. Et je me souviens d'une phrase de Benoît Nave qui me disait reste fluide et gainé. À chaque fois, on a rigolé de ça avec Xav pendant des années, mais voilà, il me disait reste bien droit, et l'impression de rester bien droit, bien gainé, et puis pense à courir et avoir cette notion de course. Donc j'avais ça dans la tête, et puis voilà, il y avait toute cette euphorie qui était autour de moi, donc là il fallait tout donner, même si ça brûlait, si ça faisait mal partout. Voilà, j'essayais de courir le plus vite possible. Est-ce qu'à ce moment-là, tu commences à dire pour la première fois que cet endurance trail, il est peut-être pour toi, ou est-ce que tu t'interdis de le penser et tu tiens à vraiment garder le cap et rester hyper concentré, pas faire peut-être d'erreurs d'inattention qui pourraient être très préjudiciables sur les tout derniers kilomètres? Toutes les courses, en fait, pour moi, la course est gagnée vraiment quand tu as passé la ligne d'arrivée. Donc oui, on me dit, tu as récupéré énormément de temps, je sais pas ce qu'ils font derrière, enfin, t'es vraiment au-dessus, tu cours vite. Et après, sur la fin, on est un petit peu sur un plateau là en haut, et il y a quelques relances, c'est un petit peu technique, il y a des cailloux, et puis après il y a une grosse descente où il y a des morceaux aussi un petit peu compliqués, donc voilà, je me dis, j'avais toujours l'impression, souvent je saoule mes collègues avec ça quand ils me font les ravitaillements, mais je demande toujours comment c'est derrière, et s'il y a de l'écart et tout, parce que j'ai toujours l'impression que le gars il est derrière moi à quelques secondes, alors qu'en fait il y avait beaucoup d'écart, mais je me donne comme... Tu baisses pas la garde. Non, je cours encore plus vite que ce que je courais. Je cours le plus vite possible et tout. J'essaie de pas faire d'erreur, de pas me tordre de cheville pour voilà, profiter à fond de l'arrivée. Et est-ce que le fait d'être dans cette position qui était inédite pour toi, en tout cas d'être en tête d'une course à ce niveau-là, en tout cas emblématique comme l'Endurance Trail, est-ce que même si tu es très en contrôle, est-ce que tu as
quand même une espèce d'état d'euphorie qui commence à se créer et tu vis de façon surmultipliée finalement ces derniers kilomètres dans cette position de leader. Ouais, en fait, pour moi, j'ai pas cette notion de, j'ai jamais réussi à l'avoir, de notion de gagner une course. En fait, souvent, vu que je fais des courses où je pars un peu de l'arrière et que je reviens, j'aime bien me dire, ah bah tiens, j'en rattrape un, et me dire à la fin, ah ben en fait, il y a plus personne devant. Mais j'ai pas la notion de dire, je vais gagner la course. J'ai juste me dire, bon, mais il y en a plus devant. Et donc voilà, là je me dis, bah, c'est cool, il y en a plus devant, quoi. Mais voilà, après, tu prends conscience des choses un petit peu quand tu es sur la fin et qu'il y a beaucoup de monde qui t'encourage et que tu vois les copains derrière la rubalise qui sont au taquet. Et là, tu te rends compte que ouais, tu as gagné la course. Mais cette notion-là, non, j'arrive pas à l'avoir et je l'ai jamais eue. Comment est-ce que tu vis les dernières centaines de mètres, ou en tout cas les tout derniers kilomètres de la course? Tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, je suis à fond, je suis toujours à fond, même on me dit non mais c'est bon, on profite, ça reviendra pas là, mais... on aurait pu te rajouter 20 km de plus? Tu les aurais fait? Ouais, ça aurait été cool. Ouais. Mais non, bah, en plus la fin c'est plutôt sympa parce qu'on arrive sur une pente un peu herbeuse là où il y a quelques marches. Et il y a le public, tu fais une sorte de S, donc il y a le public qui peut te voir et toi tu peux aussi voir le public et apercevoir l'arche d'arrivée déjà sur ta droite. Donc voilà, les dernières centaines de mètres, c'est plutôt cool de te dire que ben voilà, tu as réussi à boucler le truc. Et puis tu arrives à la fin d'une belle aventure où il s'est passé plein de choses, où tu as vécu plein d'émotions, où tu as pensé à des personnes qui te sont chères. Enfin, il y a des choses qui montent un petit peu. Et puis voilà, tu te dis aussi que c'est fini, quoi. Que tu vas passer la ligne et que voilà, c'est fini. Et de belle manière. Tu conclus donc ces 100 km à une fabuleuse et je sais pas si on peut dire inattendue première place, inattendue peut-être pour toi en tout cas, peut-être pas trop poser la question comme tu nous le dis, c'est pas ton sujet quand tu prends le départ d'une course. Donc tu mets 10h49 et tu termines devant Frédéric qui finira à 10 minutes derrière toi et Sangue Sherpa qui s'est entre-temps hissé sur le podium. Thomas Lorblochet, lui, il a été contraint à l'abandon après une blessure dans la montée du CAD. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce que tu te souviens des émotions? Ouais, je suis content et puis je me dis que ma famille qui m'ont suivi derrière l'ordinateur, ils doivent être contents aussi et que c'est cool. Mais j'ai envie de boire une bonne bière et puis c'est ce qu'on avait fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses a posteriori que tu as réussi un peu mieux que les autres sur cette course-là? Réussi mieux, je sais pas si j'ai réussi mieux que les autres. Après j'ai peut-être une gestion de course qui est pas mal et en fait c'est ce que je découvre en fait que le fait de partir plutôt pas tranquille mais voilà d'avoir l'impression de subir un peu le début de course et d'essayer d'être sur un rythme qui est un peu plus important que mon rythme de tracteur mais sans forcément trop forcer non plus et d'essayer de débloquer un petit peu la machine au 60e, ça marche pas mal et puis voilà, je me rends compte de ça, ouais, peut-être. Qu'est-ce que cette victoire elle a changé pour toi? Enfin, elle a probablement changé des choses et aussi sur le regard peut-être que porte le monde du trail ou les médias. On a compris que c'est quelque chose qui est pas important pour toi, en tout cas c'est pas là où toi tu veux mettre ton énergie et toi tu veux pratiquer ton sport et faire du mieux possible. Est-ce qu'il y a quand même, on peut dire qu'il y a eu un avant et après endurance? Peut-être, ouais. Pardon. Peut-être qu'il y a eu un avant et là là on était un petit peu sur autre chose parce que il y a des gens qui me demandent de faire des interviews, de faire des choses comme ça, le speaker qui est attentif à ce que je fais et pourquoi j'en suis là et quelle course j'ai fait avant. Enfin, tu vois, il y a certaines choses qui sont plutôt sympas et puis aussi je me rends compte que à la fin de la course en fait il y a Laurent Ardito d'Asics qui me dit si l'année prochaine tu as envie de faire la Réunion, on pourra mettre en place quelque chose pour que tu puisses faire la Réunion, quoi. Ça a dû te plaire, ça. Et dans ma tête je me dis purée, ouais, c'est cool, quoi. Si on me dit qu'on peut me prendre en charge mon billet d'avion pour partir à la Réunion et puis m'héberger là-bas, tout ça, enfin voilà, tu te dis que le truc où c'est que du sport, en fait, il y a pour certaines autres personnes que moi, ça a un attrait qui est peut-être plus important que ça.
Et donc voilà, donc je me dis que ça ouvre certaines portes et que c'est plutôt sympa et qu'il y a des belles aventures qui s'annoncent. Question presque aussi difficile que la question qui pique. S'il n'y avait qu'une image à retenir de cette endurance trail pour toi, qu'est-ce que ce serait ? Et ben, je me souviens être passé au bord j'avais traversé un ruisseau. En fait, il y a un moment où c'était un peu dur et j'ai énormément pensé à Arnaud et ma tante Chantal aussi qui était qui depuis est décédée d'un cancer, mais voilà, qui était un petit peu souffrante à ce moment-là et j'ai vraiment pensé à eux et voilà, j'ai cette image-là de se traverser de ruisseau et d'avoir l'impression de courir à côté d'eux, quoi. Donc ça, c'était énorme. Tu signes 2 ans après une nouvelle victoire sur l'Endurance Trail. Qu'est-ce qu'elle avait de différent ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Qu'est-ce qu'elle avait de différent en comparaison avec cette édition 2014 ? Eh ben, c'était un petit peu le même scénario. C'est vrai que j'ai pas été dans les premières places et je crois qu'il y avait Arnaud Chartrain qui était leader de la course et je le récupérais à peu près au même moment avant le petit pont de Masbio. Par contre, c'était bien avant. Je crois que c'était avant la descente. Là, il y avait à l'avant-dernier ravitaillement. Là, il y avait une section, comme je disais avant, où il y a un petit peu des montées, des descentes. Et il avait un short rouge et voilà, je l'ai vu à ce moment-là et je crois qu'il avait un haut vert. Bref. Et du coup, moi, j'aime bien m'identifier à ça et du coup, j'avais vu sa tenue au loin et je m'étais dit ah bah c'est cool. Du coup, pareil, il y a plus personne devant, il va falloir avancer. Est-ce qu'il est possible qu'on te revoie un jour au Templier ou tes projets du mois d'octobre pour les années à venir, ils te destinent plutôt à aller du côté de l'océan Indien ? J'ai pas trop calé ma saison là pour les années à venir, mais là pour octobre 2022, j'ai quelques idées, mais je sais pas si ça sera autant de Millau ou quoi, mais ouais, ça pourrait être sympa de revoir ces jolis parcours, hein. Est-ce que cette Endurance Trail de 2014, cette victoire sur la course, elle a toujours une saveur particulière dans ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que c'est un souvenir que tu chéris, peut-être pour des raisons extra-sportives que tu viens d'évoquer ? Est-ce que ça reste aujourd'hui une course très marquante de ta vie ? Ouais, c'était un moment particulier et puis de te rendre compte que ton corps, en fait, c'est des capacités qui sont infinies et de te rendre compte de ces sensations-là, de te dire que de courir avec ta tête, c'est énorme d'avoir cette sensation et de pouvoir l'avoir, de pouvoir vivre ça. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent pas ces moments-là et de sentir que tu es en pleine possession de ton corps et que tu peux l'exploiter. Ça, c'était plutôt pas mal, ouais. Merci beaucoup, Benoît. On va parler maintenant un petit peu d'avenir. Est-ce que tu as déjà un peu les idées claires sur ton planning de l'année 2022 ou est-ce que c'est encore prématuré d'en parler ? Ouais, j'ai déjà quelques dates. Je pense à quelques dates déjà. Ouais, j'aimerais bien faire une épreuve de Biking Man. C'est de l'ultra endurance en vélo. Je pense que c'est un petit peu l'essence de l'ultra trail il y a 10-15 ans. En fait, le but c'est sur un parcours défini, tu fais un 1000 km. Donc voilà, tu prends le départ avec d'autres gars. Mais tu te bats surtout contre toi-même et puis tu as des checkpoints à valider. C'est pas vraiment un tracé qui est défini, donc c'est toi qui analyses un petit peu ton parcours. Et puis tu es vraiment en autonomie totale, donc si tu casses quelque chose, si tu crèves ou quoi, c'est à toi de te débrouiller. Les ravitaillements, c'est les boulangeries. Donc voilà, tout ce format-là, moi, ça me plaît bien. Et donc voilà, en plus, je suis aidé avec Origine, là, une marque de vélo. Donc voilà, j'aimerais bien se faire ce défi-là en 2022. Ça représente quoi comme temps, ces 1000 km là en vélo ? On parle de les premiers, ils mettent dans les 40-50 heures à peu près. Et donc voilà, ils dorment ou ils dorment pas. Hein. La plupart, ils dorment pas ou ils font des micro-siestes. Enfin, cette notion de gestion de l'effort, du sommeil, tout ça, ça me plaît bien. Et j'ai déjà fait des sorties à vélo de 450-500 km, mais j'ai jamais fait plus. Donc j'ai plus peur de prendre le départ d'un 1000 km à vélo que de prendre le départ d'une diag. Donc ça me fait un petit peu bizarre. Et sinon, je serai au départ de la Swiss Canyon Trail début juin. Et puis sûrement de l'Ultra Trail du Mercantour aussi au mois de juillet pour essayer d'être performant sur une course
qui a 4 lettres fin août. Qui se passe fin août. Du côté de quelque chose. Chamonix, non Chamonix, c'est ceux qui savent pas dire Chamonix, c'est ça, non? Exactement. À plus long terme, est-ce qu'il y a un course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie, qui n'est pas nécessairement dans le cadre d'une course officielle? Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur, que tu ne vas pas forcément réaliser à très court terme, mais qui a du sens pour toi? Ouais, j'ai mon cousin Léopold qui crapahute beaucoup, qui fait de l'alpinisme, de l'escalade et de la course à pied, mais qui n'a pas de notion de compète. Lui, il fait vraiment ça pour le plaisir. On a un petit peu en tête de se faire une traversée du Népal. C'est vrai que j'aimerais bien faire une traversée du Népal, pas forcément par la Great Himalayan Trail, une trace qui est assez connue, mais d'essayer de faire ça en mode de se faire quelques sommets et puis pas forcément avoir de temps, mais voilà, de vivre une belle aventure sur quelques mois à faire cette traversée du Népal, ça me plairait bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Benoît? D'avoir plus de temps pour m'entraîner et puis de toujours garder cette notion de plaisir du sport, parce que c'est vrai que des fois quand c'est un petit peu dur niveau entraînement, niveau prépa, moi j'essaye de me marteler dans la tête, de me dire c'est que du sport, c'est que du sport, c'est que du sport, parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment que du sport, et peut-être que derrière il y a quelques enjeux de résultats et pas de pression, mais voilà de choses avec les sponsors où moi j'ai toujours envie de bien faire et ça me fait plaisir en fait de faire plaisir aux autres, et c'est un petit peu mon moteur, donc j'ai pas envie de perdre ces notions là. Ouais. Les bases. Ouais, enfin en tout cas moi c'est mes bases à moi quoi, mais je sais pas si c'est les bases de tout le monde. Je te propose de conclure cet épisode, Benoît, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc la devise qui t'est particulièrement chère, mais qui illustre ta philosophie de vie ou ta pratique sportive. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? Ben c'est que du sport, parce que c'est vrai que c'est vraiment que du sport. Merci beaucoup Benoît, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique qui a été l'une des pierres fondatrices de ton parcours en trail à haut niveau. Ce qui fait la beauté de ce sport que nous aimons tant, ce sont aussi ceux qui l'incarnent au plus haut niveau et qui en reflètent les valeurs fondatrices. Et aucun doute possible, Benoît, tu donnes à voir ce qu'il y a de plus beau dans ce sport, avec certes ton niveau de performance qui est étourdissant, mais aussi ta spontanéité, ta simplicité et ta si précieuse humilité. Voilà, je te donne le point de vue d'un coureur amateur. Voilà, c'est aussi merveilleux de ce sport qu'on aime, qui soit incarné par des gens aussi bien que toi et beaucoup de gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer jusqu'à maintenant dans le podcast. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, et puis je te souhaite de t'accomplir pleinement dans tous les piliers de ta vie, qu'ils soient sportifs, professionnels ou plus personnels. Sois sûr que les auditeurs du podcast et moi-même, on te suivra avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'affection. C'est gentil, parce que c'est vrai que c'est ceux qui suivent qui font ce que je suis, donc c'est super. Merci. Merci à toi Benoît, à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.